Europe 1 avec notre invitée Marion Maréchal. Bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de Reconquête. On va parler des européennes avec vous. Vous êtes tête de liste pour les européennes pour ce parti. Il y a beaucoup de sujets qu'on va aborder. Le pouvoir d'achat, la vie des Français. Peut-être d'abord commencer par un mot de la sécurité. Il y a quelques instants, on évoquait le cas du quartier Pisevin à Nîmes où les habitants sont désespérés. Ils ont le sentiment d'être abandonnés par l'État. Il y a eu, il y a quelques semaines, la mort d'un enfant de 10 ans dans un règlement de compte entre dealers. Et puis c'est la double peine pour les habitants de ces quartiers puisqu'il y a moins de transports en commun. La mairie en a décidé ainsi, et moins de périscolaires, c'est-à-dire moins de temps pour l'accueil en crèche ou pour la médiathèque. On va écouter une mère de famille et puis je vous demanderai de réagir ensuite dans ce quartier de Pisevin. Elle s'appelle Nastasia. On a l'abandon, on n'a plus de transport, on n'a plus de services. Maintenant, le temps périscolaire, la médiathèque qui a fermé. On n'a même pas les services de police. Alors, ils nous disent qu'on les voit, qu'ils y sont, mais nous, on ne les voit pas. Et nous, on a besoin de les voir pour se sentir en sécurité, justement. Qu'est-ce que vous répondez, Marion Maréchal, à cet habitant? Que je la comprends tout à fait. Je vais vous dire, j'étais il y a quelques semaines de cela à Marseille. Donc j'ai eu l'occasion de faire avec l'un des policiers qui est en charge du démantèlement le tour des points de deal. Donc il faut savoir que c'est aujourd'hui pour le narcotrafic quelque chose qui se fait à ciel ouvert, de manière totalement décomplexée, avec des filières très professionnelles, très organisées, extrêmement violentes. Et ce qu'on constate quand on discute avec les policiers, c'est qu'il y a un manque de moyens, un manque d'effectifs, une procédure pénale extrêmement lourde qui les empêche de pouvoir mener les enquêtes convenablement, mais surtout le sujet qui revient toujours et qui touche à l'ensemble de la question de l'insécurité, dont on parle assez peu, c'est la question de la justice et de la réponse pénale. Parce qu'on peut mettre tous les policiers et les gendarmes qu'on veut au bord de la route. Les policiers et les gendarmes, ils font leur travail. Ils enquêtent, ils interpellent, ils permettent de déférer devant la justice. Mais derrière, le souci, c'est que ça ne suit pas. Et c'est là qu'on n'entend pas le gouvernement. On va ouvrir des gendarmeries très bien, formidable, mais derrière... 238 brigades. Exactement, mais est-ce que derrière, on se pose la question des places dans les prisons? Le gouvernement nous en avait promis 15 000, on est à peine 2 000. Est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui de la mise en place de véritables peines planchées? Est-ce qu'on se donne les moyens, même constitutionnels, de pouvoir vraiment punir la récidive? Est-ce qu'on se pose la question de toutes les lois qui ont été empilées, qui mettent en place des alternatives à la prison pour les soi-disant petites peines? Est-ce qu'on se pose la question de la pertinence aujourd'hui de l'existence du juge d'application des peines, dont l'existence ne sert qu'à réduire les peines une fois qu'elles ont été prononcées, un juge qui n'existe pas dans tous les pays, précisons-le. Est-ce qu'on se pose la question peut-être encore plus grave, qui a, je trouve, pas suffisamment fait polémique ces dernières semaines, de la politisation de la justice française? Enfin, on a quand même le deuxième syndicat des juges qui assume aujourd'hui une justice partiale en allant, par exemple, à la fête de l'humanité, en participant à des manifestations anti-police, en expliquant qu'il y a une violence policière dans notre pays. Bon, je vous rassure, le syndicat avant lui est de gauche et le syndicat après lui est de gauche. Donc à un moment donné, peut-on se poser la question de la formation aussi de nos juges? Ont-ils une formation suffisamment pratique, suffisamment proche du terrain pour mesurer aujourd'hui l'adéquation des peines qu'ils prononcent avec la violence de la société? Je ne le crois pas, et donc je regrette que le gouvernement n'ait pas sur ces sujets. Oui, Dragnel, une question. Alors, il y a un autre sujet aussi qui est dans l'actualité, c'est concernant la crise migratoire. On l'a appris il y a peu. Donc, en 2022, il y a eu à peu près 130 000 demandes d'asile qui ont été déposées en France. D'ici à la fin de l'année, on va atteindre les 140 000. Aujourd'hui, on voit bien le système dysfonctionne. Il y a à peu près 65% de refus de la part de la France d'accorder la protection de l'asile. Qu'est-ce qu'il faut revoir dans notre système? Puisqu'on le voit bien, en fait, il y a beaucoup d'immigration économique. Est-ce qu'il faut changer les critères de l'asile en France? Est-ce qu'il faut évacuer un certain nombre de pays qui, aujourd'hui, par principe, ont droit à l'asile? Alors, une fois de plus, j'ai l'impression que le gouvernement prend le problème par le mauvais bout de la lorgnette. C'est-à-dire que là, on a un projet de loi qui devrait arriver, qui d'ailleurs est très timide au regard du consensus très large qu'ont les Français sur cette question. C'est l'un des rares sujets qui fait consensus dans notre pays. Chaque fois qu'on interroge les Français, tout courant confondu, d'ailleurs, ils disent oui, nous sommes pour une réduction de l'immigration. Timide, pourquoi? Parce que d'abord au Sénat et plus tard à l'Assemblée. Parce que déjà, on voit bien qu'ils vont d'abord se poser des questions d'ordre administratif et bureaucratique pour savoir comment améliorer le renvoi des personnes qui ne doivent pas être sur le territoire. Ok, très bien, ça va être des mesures à la marge. On verra comment est tranchée finalement la question de la régularisation ou non des clandestins. Mais on ne se pose jamais la question de savoir comment on limite l'envie de venir et les arrivées. C'est-à-dire qu'on gère en fait l'après. Alors justement, on fait comment? Et le bazar de l'après, mais l'amont. Et donc sur l'amont, quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes choisissent précisément de venir en France? C'est très intéressant. Je me suis également rendue à Lampedusa il y a quelques semaines de cela. Et l'immense majorité de ces migrants qui arrivent par l'Italie pour des raisons géographiques ne restent pas en Italie. Ils veulent pour l'immense majorité aller en France. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une fois arrivés en France, ils vont bénéficier d'un système d'aide particulièrement généreux, qu'ils soient d'ailleurs en situation de légalité ou
d'illégalité, rappelons-le quand même, on ne va pas y revenir, l'aide médicale d'État, 100% de prise en charge des soins pour les clandestins, par exemple, logement et compagnie. Ils savent par ailleurs qu'ils ont une chance d'être régularisés. Derrière la régularisation, peut-être un jour d'accéder à la nationalité française avec des critères d'accession particulièrement laxistes et généreux. Constat, on est d'accord, mais, du coup, dans les solutions... Quand je vous fais ce constat, en fait, je donne en parallèle des solutions. Ça veut dire que je vais vous le formuler autrement si vous le voulez. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui couper toutes les pompes aspirantes des aides sociales. Ça veut dire réserver l'essentiel des aides aux nationaux et non pas aux personnes étrangères et encore moins en situation de clandestinité. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation de clandestinité, vous ne devez avoir droit à rien sur le plan des aides et par ailleurs, vous ne devez même pas avoir le droit à un certain nombre d'actes civiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Par exemple, quel type d'accès ? Aujourd'hui, l'État peut contraindre un maire à marier une personne en situation de clandestinité si le maire refuse. Bon, c'est un exemple. Il faut réduire drastiquement les conditions d'accès à la nationalité. Ça veut dire d'abord supprimer le droit du sol. Là, on est vraiment sur l'asile. C'est-à-dire que c'est des gens qui prétexte d'être menacés chez eux, menacés de mort en raison de leur couleur de peau, leur orientation sexuelle. Non, mais c'est faux. Oui, mais donc les déboutés du droit d'asile, on n'arrive pas à les expulser. Mais est-ce qu'il faut restreindre comment est-ce que vous faites, vous ? Non, mais déjà, pardon, mais l'essentiel des demandeurs d'asile, vous l'avez dit vous-même, n'obtiennent pas le droit d'asile. C'est d'abord des migrants économiques. C'est pas des personnes qui fuient la guerre ou qui sont persécutées pour des raisons politiques. Donc déjà, ne nous trompons pas, c'est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine. Donc vous avez raison, je vous parlais de comment casser l'appel d'air, mais il faut aussi se poser la question des critères du droit d'asile. Aujourd'hui, les critères du droit d'asile sont beaucoup trop larges. Moi, je suis pour revenir à l'esprit originel du droit d'asile, c'est-à-dire un droit d'asile réservé aux combattants pour la liberté. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Les femmes aujourd'hui qui mériteraient le droit d'asile, ce sont par exemple ces Iraniennes qui se battent et qui sont des militantes politiques en Iran et qui sont persécutées pour cela parce qu'elles veulent avoir le droit de ne pas porter le voile. Ça, c'est un vrai droit d'asile. Ça, c'est des vraies demandeuses d'asile qui mériteraient le soutien de la France. Ne peuvent pas sortir de leur pays. Voilà, mais aujourd'hui, c'est pas ce à quoi on assiste, c'est certain. Marion Maréchal, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont proposé le déploiement de fonctionnaires français et italiens dans les ports et à bord de bateaux en Tunisie, directement en Tunisie, pour empêcher les départs. C'est une solution ou pas ? La solution à l'immigration, elle est nationale, on en a parlé, la France a beaucoup de marge de manœuvre, c'est certain, mais elle est aussi européenne. C'est évident qu'aujourd'hui, l'Italie se retrouve seule face à cet afflux. Elle est la victime collatérale des fameuses politiques laxistes à la fois françaises et allemandes, et pour des raisons géographiques, elle doit gérer ce flux. Donc la réponse, elle doit être européenne à plusieurs niveaux. Un niveau, bien sûr, de coordination sur les accords avec les pays de départ et une aide financière, parce que l'Italie, financièrement, n'a pas la capacité de pouvoir financer les fameux hotspots aujourd'hui gérés par la Tunisie. C'est que l'Union européenne a quand même financé à hauteur de 1 milliard d'euros en 10 ans toutes les aides là, pour la Tunisie, et ça ne fonctionne pas. Certes, mais l'accord qui a été, en l'occurrence, voulu par Meloni n'est pas encore opérationnel, qui pour le coup est un accord beaucoup plus précis pour démanteler les filières de trafiquants et avoir les moyens matériels et humains de gérer aujourd'hui la rétention de ceux qui veulent tenter le départ. Et un certain nombre de pays se sont opposés d'ailleurs à cet accord parce qu'ils considéraient que le gouvernement tunisien n'était pas suffisamment démocratique et donc dans ces conditions il ne fallait pas travailler avec. Enfin vous voyez bien qu'avec ce genre de critères on risque de ne pas travailler avec grand monde, surtout sur cette partie évidemment du monde. Donc d'accord pour qu'on aille directement d'une part. D'autre part il faut bien sûr une coordination et là il faudrait même un blocus maritime tel qu'il a pu exister par le passé avec l'opération Sophia qui avait comme on va dire, principale faille de contribuer à ramener les bateaux sur les côtes. Mais si on s'en tient au véritable droit de la mer, ça veut dire se contenter de ramener les bateaux vers les ports sûrs, c'est-à-dire notamment les ports tunisiens, plutôt que vers les côtes européennes, cette opération, elle avait du sens. Elle consistait à quoi ? À dire nous coordonnons avec des moyens d'ordre militaire d'ailleurs la réponse pour casser les filières, aller détruire les bateaux, évidemment pas les bateaux pleins en Méditerranée, mais les bateaux qui sont sur les côtes et qui sont utilisés par les trafiquants. Et ça avait eu d'ailleurs un certain nombre d'effets. Il faut aussi une coordination sur le message qui est envoyé. Parce que prenons l'exemple par exemple de l'Australie, qui pendant des années a subi des afflux aussi considérables de migrants et qui, avec une politique du fameux no way, de dire voilà, si vous venez en Australie, vous n'aurez le droit à rien, a réussi à zéro mort en mer pour arriver. Mais nous, on n'a pas un problème plus profond qui est notre héritage colonial qui a jamais été réglé, en fait. Parce que vous regardez la liste des nationalités. Dans les 10 premières nationalités, on voit bien, par exemple, les Ivoiriens, c'est la deuxième nationalité qui est la plus arrivée sur les côtes italiennes. Vous avez des Sénégalais, beaucoup de personnes issues de l'Afrique de l'Ouest. Et est-ce qu'il n'est pas temps, en fait, vous voyez, Emmanuel Macron répète à longueur de temps que la France-Afrique, c'est terminé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau à réinventer avec ces pays d'asile ?
Non, parce qu'en réalité, le monde entier vient en France. Et d'ailleurs, de mémoire, parmi les premières nationalités que vous avez dans les demandes d'asile, vous avez aussi des gens qui sont issus du Kosovo, par exemple, ce genre de choses. Donc, vous avez des choses extrêmement variées. Mais je ne crois pas à cela pour une raison simple, c'est que la question migratoire, aujourd'hui, elle a un sujet entièrement européen. D'ailleurs, preuve en est, des pays comme la Suède, qui n'ont pas le passé colonial qui est le nôtre, ont décidé de stopper aujourd'hui cette immigration parce qu'ils étaient eux aussi débordés par le droit d'asile. Donc ça va au-delà de notre passé. C'est le modèle européen et c'est la démographie européenne. Je rappelle qu'aujourd'hui, il naît chaque année plus de bébés au Nigeria que dans l'ensemble de l'Europe. Donc c'est simplement un rapport de force démographique et de modèle. Maintenant, le problème derrière cela, c'est qu'il faut bien comprendre que si demain nous accueillons et nous nous contentons de répartir, comme veut aujourd'hui d'ailleurs Madame von der Leyen et un certain nombre de gouvernants européens, eh bien demain l'Europe effondrée par le poids de l'immigration ne sera même plus en mesure d'aider l'Afrique. Donc c'est un très mauvais calcul d'ailleurs, y compris humanitaire et social sur le moyen long terme. Vous êtes l'invité d'Europe 1 et de CNews. Vous êtes tête de liste pour les européennes, pour le parti Reconquête. Qu'est-ce qui vous différencie réellement du Rassemblement national? Parfois on a du mal à savoir. On va juste écouter Jordan Bardella, qui était l'invité de Sonia Mabrouk il y a quelques jours, et expliquer qu'il est le seul en mesure de devancer la liste d'Emmanuel Macron. C'est qu'il y a un mouvement politique qui peut gagner, que l'autre ne peut pas gagner. Je suis aujourd'hui donné en tête de ces élections européennes. Je suis aujourd'hui celui qui peut, je pense que ça compte beaucoup, arriver devant la liste d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas le cas de Marion, qui est donné autour de 6,5% des intentions de vote. Je suis, avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, en capacité de rassembler une majorité de Français. Quel est l'intérêt ? Permettez-moi, je pense que tous les Français qui nous regardent ce matin se posent la question. Quel est l'intérêt de se présenter contre le Rassemblement national pour faire 6%. Alors, quel est l'intérêt, Marie Maréchal ? Je pense que Jordan Bardella se trompe d'élection. Le Rassemblement national est arrivé premier en 2014, rappelons-le, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu. Il est arrivé premier en 2019, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être réélu. Donc il ne s'agit pas là de mid-term, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire d'élections intermédiaires qui sont là pour sanctionner le gouvernement. Le but n'est pas d'arriver premier, nous sommes à une élection proportionnelle à un tour. Ça veut dire que les députés ne s'annulent pas, ils se cumulent. Donc je trouve que c'est un mauvais argument. Par ailleurs, l'enjeu, une fois de plus, c'est pas d'arriver 1 ou 2 points devant Emmanuel Macron. L'enjeu, c'est de changer la majorité au Parlement européen. C'est-à-dire de pouvoir changer la ligne politique de la Commission européenne. Aujourd'hui, donc vos listes sont complémentaires, c'est ce que vous nous dites, et pas concurrents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de complémentarité, oui. Et d'ailleurs, pardon aussi de le rappeler. Mais il n'y a qu'un seul vote à la fin. Non, mais par ailleurs, pardon de le rappeler aussi, mais il y a aujourd'hui des singularités propres à Reconquête, on va en parler. Il y a des gens aujourd'hui qui soutiennent Reconquête qui n'ont jamais voté Rassemblement national, qui n'ont pas nécessairement le souhait de le faire, parce qu'ils considèrent que dans l'ensemble de la vision de la société, ils ne se retrouvent pas, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, et là il y a bien sûr des convergences, la question de la défense de l'identité, il y a aussi une vision économique qui, là, pour le coup, je pense, nous distingue assez clairement du Rassemblement national. Ils sont étatistes, c'est ça ? Non, mais je vais vous donner un exemple d'actualité très simple sur le RSA cette semaine. Personnellement, je soutiens l'idée qu'il puisse y avoir, en contrepartie d'une solidarité nationale, des devoirs, c'est-à-dire les fameuses 15 heures d'activité par du travail ou par de l'engagement civique, une manière de réinsérer les gens. Le RN est contre. Voilà, et le Rassemblement national, typiquement, est contre. Sur, évidemment, la question du wokisme et de la lutte contre la propagande LGBT, où nous sommes, je pense, beaucoup plus actifs, beaucoup plus engagés aujourd'hui que ne l'est le Rassemblement national. J'ai encore vu récemment, par exemple, un député, Julien Audoul, expliquer qu'il y avait aujourd'hui un débat au Rassemblement national sur la question de la légalisation des mères porteuses. Non, mais pardon, mais c'est un vrai sujet de société. Elle est molle, Marine Le Pen, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin là-dessus ? Non, mais c'est pas une question de mollesse. On peut avoir des visions, c'est pas une question de radicalité ou de mollesse, c'est une question de différence. Voilà. Et puis une différence aussi majeure, et d'ailleurs qui recoupe la déclaration de Jordan Bardella, c'est qu'à Reconquête, nous défendons l'idée de l'alliance des droites. Nous considérons qu'aucun parti, quel qu'il soit, d'ailleurs le Rassemblement national ou un autre, ne peut pas gagner seul. Voilà, que toute l'histoire de nos institutions le démontre, que le centre avec Emmanuel Macron fait des alliances, que la NUPES avec la gauche et l'extrême gauche font des alliances, et que nous sommes condamnés, je pense, à rester isolés si nous ne nous allions pas. Et donc, je regrette, et je l'ai dit très clairement, je l'ai dit d'ailleurs aussi au LR, je l'ai dit à des gens comme François-Xavier Bellamy, je l'ai dit à des gens comme Bruno Retailleau, David Lisnard et d'autres. Mettons-nous autour de la table et réfléchissons avec nos singularités à la manière dont nous pouvons nous accorder sur l'essentiel. Ils ont tous dit non. Et ils ont tous dit non, vous avez raison. Et c'est regrettable parce qu'en réalité, une immense majorité des électeurs de droite
sont pour cette alliance, et c'est montré par les sondages d'opinion. Et si ces alliances... Pourquoi cette union des droites échoue? En fait, ça fait des années qu'on en entend parler. Et en fait, regardez, entre vous, Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy, globalement, vous êtes tous cousins germains. Enfin, il n'y a pas une différence abyssale entre vous et François-Xavier Bellamy. Mais vous avez raison. Et pourtant, s'il est désigné tête de liste, vous allez devoir vous écharper. Sur François-Xavier Bellamy, vous avez raison, mais je pense que François-Xavier Bellamy n'est pas tout seul dans son mouvement, et je pense qu'il y a une difficulté pour les LR à trancher un certain nombre d'incohérences. Il y a une forme de confort dans l'alliance avec le centre, disons-le, qui est peut-être moins risqué, plus politiquement acceptable, que de rompre avec des habitudes. Et c'est vrai que je le regrette, parce que je vois des gens très bien au sein de LR se compromettre dans des ambiguïtés qui sont politiquement regrettables. Je vous donne un exemple. Elle ne verra jamais le jour, l'union des droites. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça verra le jour? Enfin, oui. Les Français le verront. Oui, vous verrez. Quand vous serez candidate? Non, mais c'est pas moi, ça tient pas qu'à moi. Mais je suis sûre qu'on y arrivera. Mais maintenant, ça implique des choix. Je vous donne un exemple. Il y a eu la rentrée des Jeunes Républicains. Éric Ciotti a fait le choix de faire cette rentrée à Valence. Valence, pardon de le rappeler quand même, c'est l'incarnation de la compromission d'une partie de la droite avec l'islamisme. C'est-à-dire qu'à Valence, vous avez un maire qui est allé parler et faire de la politique dans la mosquée tenue par les frères musulmans. À Valence, vous avez un maire qui a tenté de vendre un terrain à une association des frères musulmans. Vous avez 2 conseillers municipaux dans cette majorité, l'un qui a nié le génocide arménien et l'autre qui lui-même est actif dans des associations proches des frères musulmans. Pardon, je le rappelle quand même, les frères musulmans, c'est un courant islamiste qui a le même objectif qu'Al-Qaïda et Daesh, c'est-à-dire imposer la charia dans le monde, sauf que lui, bien sûr, mais il le fait... La question que je vous posais, elle était sur François-Xavier Bellamy, qu'on ne peut pas suspecter d'islamo-droitisme. Et par l'infiltration. D'accord, mais ce que je veux dire à travers cela, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même sortir de ces ambiguïtés. Et je pense que, selon moi, des gens très bien, comme François-Xavier Bellamy, Nadine Morano et d'autres, je ne comprends plus quel est le jeu. Voilà, quand je vois aujourd'hui même François-Xavier Bellamy annoncer qu'il travaille à un projet pour 2027 avec des gens comme Hervé Morin, qui est un centriste, et c'est tout à fait son droit, mais Hervé Morin, c'est un homme qui a financé des concerts de Médine, voilà, qui aujourd'hui est connu aussi pour ses accointances islamistes. Donc je pense que, en fait, la grande clarification, elle peut arriver, et elle peut arriver aussi justement par Reconquête. C'est parce que Reconquête sera fort et portera donc aussi cette idée d'alliance. Vous pensez être le pivot de cette reconfiguration? Je suis sûr que nous arriverons enfin à cette clarification et que nous nous libérerons de cette alliance nocive d'une droite avec le centre, qui est d'ailleurs la même au Parlement européen, rappelons-le, Madame von der Leyen, elle est portée par le PPE, de groupe dans lequel est LLR, qui est allié au centre et à la gauche. Et que l'idée aujourd'hui de l'existence de Reconquête, c'est mettons en place une vraie droite authentique, sortons des alliances contre nature avec le centre et la gauche, et travaillons ensemble sur le grand sujet de Marion l'identité. Maréchal, vous prenez cette union des droites, mais vous n'êtes pas capable de faire l'union, ne serait-ce qu'avec le Rassemblement national. Donc la droite de la droite n'est pas capable elle-même de se mettre d'accord là-dessus. Comment voulez-vous que d'autres partis, je pense au LR, vous rejoignent? Ça n'est pas de ma responsabilité. Une fois de plus, je ne demande pas de fusion. Je ne dis pas aux gens rejoignez-nous et fondez-vous dans Reconquête. Je vous dis qu'on peut se mettre autour de la table, chacun avec nos particularités et nos singularités. Je veux juste pas qu'on se trompe d'élection. Mais à la fin, il y a une élection, il y a un vote. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Je n'aime pas forcément. Non, pardon, je suis désolée, là, le sujet des élections... À 6%, c'est un échec pour vous? C'est pas d'arriver premier devant Emmanuel Macron. Enfin, je pense qu'on se trompe d'enjeu. Une fois de plus, la question, c'est de savoir quelle majorité nous voulons demain au Parlement européen et quelles sont les alliances qu'on peut construire au Parlement européen. Moi, ce que je crois, aujourd'hui, les sondages d'ailleurs sont plus autour de 7-8. Ça fait 7-8 eurodéputés pour Reconquête. La campagne ne fait que commencer. Mais je vais le dire très clairement, moi, je n'ai pas d'ennemis à droite. Voilà, j'ai des concurrents. Mes ennemis, ils sont à gauche, dans cette extrême gauche woke, qui défend le multiculturalisme, l'immigration de masse. Et je me trompe pas d'ennemis. Mais maintenant, acceptons aussi que dans le jeu démocratique, il y a un parti qui défend sa propre vision. Il a le droit d'exister. L'Ukraine de Louis Dragnet. Oui, si justement dans 6-7 mois vous êtes élu au Parlement européen, forcément vous aurez à voter sur est-ce qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie. On voit qu'il y a des jeux d'alliance qui changent un peu depuis quelques semaines, quelques mois, notamment aux États-Unis. On a vu aussi la Pologne qui a rappelé son ambassadeur d'ailleurs en Ukraine. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on en fait trop et qu'il faut réduire la voilure? Non, mais de toute façon, sur le principe, on soutient les pays qui sont victimes de la violation du droit international, mais dans ce cas-là, soyons cohérents, faisons-le pour tout le monde. Parce que quand on voit aujourd'hui l'expulsion définitive qui a été faite, par exemple, de la Russie au Conseil de l'Europe,
on se pose la question de savoir pourquoi cette même expulsion n'est pas faite à l'égard de l'Azerbaïdjan. On se pose la question de savoir pourquoi on continue d'importer massivement. Pardon. On comprend votre souci de cohérence, mais sur la Russie et l'Ukraine, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'en fait, une fois de plus, moi je suis pour qu'il y ait des sanctions et des condamnations claires quand il y a violation du droit international, mais pour tout le monde, on continue d'importer du gaz azéri, on double même l'importation. Ma question c'est, est-ce que ça va trop loin ou pas ? Non mais laissez-moi aller au bout parce que c'est quand même un vrai sujet, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et dans le même temps, donc on arrête les importations du gaz russe en se disant qu'on veut les sanctionner vis-à-vis de leur attitude tout à fait condamnable en Ukraine. On double l'importation du gaz azéri, en rappelant quand même qu'une partie du gaz azéri, en réalité, est du gaz russe qui passe et qui se contourne par l'Azerbaïdjan. On poursuit l'aide à l'Ukraine. Mais on poursuit bien sûr de toute façon l'aide à l'Ukraine. Maintenant, si vous voulez me poser la question clairement, il faut savoir aussi faire de la politique de manière raisonnable. C'est-à-dire que si vous me dites on soutient l'Ukraine dans son état de victime vis-à-vis du droit international, oui. En revanche, de là à expliquer que demain l'Ukraine doit intégrer l'Union européenne, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas parce qu'aujourd'hui le marché commun n'est pas prêt à absorber la puissance agricole qu'est l'Ukraine, et même les Polonais qui sont très très pro-ukrainiens aujourd'hui ont été contraints de fermer leurs frontières économiques avec l'Ukraine tant l'impact a été très fort sur le plan agricole. Donc je demande juste pas d'idéologie là-dessus, soyons quand même raisonnables. Marion Maréchal était l'invitée de CNews et Europe 1. Merci beaucoup, merci Louis de Ragnel. La suite de vos programmes sur Europe 1 et sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.